Dans la vie, certaines personnes ne devraient jamais être comptées parmi tes ennemis. Et 50 Cent en fait partie. Alors comme tu le sais probablement, 50 Cent a produit le documentaire Netflix sur Diddy qui a fait couler beaucoup d'encre en cette fin d'année. Et il a explosé tous les records Netflix au point de surpasser la dernière saison de Stranger Things. C'est quand même une dinguerie. Il s'en est d'ailleurs amusé sur son compte Instagram. Alors vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à me demander de réagir sur le documentaire et justement pendant les fêtes j'ai pris le temps de regarder tous les épisodes et de réfléchir comment je peux vous faire une vidéo vraiment intéressante. Et j'ai eu une idée. Comme tu as pu le voir sur le titre, ici je vais te donner toutes les informations importantes à savoir qui n'ont pas été mentionnées dans ce documentaire. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à te souhaiter une excellente année 2026, que tous les projets que tu entreprends cette année soient menés à bien avec une santé de fer. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Le succès, le reste, ça dépendra de toi et du contexte. Bref, la santé est le meilleur. Alors pour ma part, j'ai eu une fin d'année extrêmement exténuante. Entre les dernières vidéos que tu as pu voir sur la chaîne avec Nike et Snipes et les vidéos programmes et tout le tintouin, ça a été assez difficile. C'est pour ça que j'ai vraiment eu besoin de prendre ces 2 semaines de repos, mais on est prêt à revenir. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, je te parle du vlog d'Atlanta. C'est un véritable événement pour moi. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, donc reste bien jusqu'à la fin. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Alors, lorsque l'affaire Cassie a explosé il y a à peu près 2 ans de ça, 50 Cent a annoncé la sortie d'un documentaire. Alors, tout de suite, il y a eu un engouement autour de ça. Et moi, de mon côté, je vous avais fait mes prévisions. Je vous avais dit, à l'époque, qu'effectivement, il allait revenir sur l'affaire Cassie, mais aussi, au vu de l'actualité, au vu des petites choses que j'avais vues à gauche, à droite, c'était certain qu'il allait revenir sur toutes les casseroles de Diddy, et notamment le meurtre de Tupac. Et ça n'a pas manqué. 50 Cent aurait vendu un documentaire à Netflix sur Diddy. Et à mon avis, ce documentaire va réellement faire mal à Diddy. 50 Cent ne va pas seulement se concentrer sur les agressions sexuelles, il va aussi parler de l'affaire Tupac. Il est convaincu que Diddy a assassiné Tupac. Keffe D est toujours lui aussi dans sa tourmente judiciaire. Alors à mon avis, ce documentaire va vraiment faire mal parce qu'il va rassembler 3 grands éléments. Le premier élément, c'est toute l'affaire Tupac, d'accord? Ensuite, sachant que Keffe D est toujours dans sa tourmente judiciaire, peut-être qu'il va avoir des déclarations de Keffe D, qui sait? Ensuite, il va y avoir tout l'aspect bad boy. Alors il y a toutes les personnes qu'il a douillées et je pense que 50 Cent va récolter les témoignages encore de tous les compositeurs, de tous les auteurs, de tous les artistes qui se sont fait douiller pendant toutes ces années. Je pense notamment à Aubrey O'Day qui prend la parole absolument partout, donc ça risque de faire très très mal aussi. Donc tout l'aspect escroc du label, tu vas l'avoir, et enfin tu vas avoir tout l'aspect agression sexuelle. Donc toutes ces filles, Jendo ou d'autres qui pourront potentiellement commenter, dire ce qui leur est arrivé. Et je pense que 50 Cent va se faire une joie de recueillir leurs témoignages. Je le faisais pas habituellement, mais je pense que c'est une bonne chose de vous montrer les choses que j'avais prédites il y a quelques années, qui se sont réalisées parce que c'est souvent arrivé et je le fais absolument jamais parce que j'ai la flemme. Mais je vais quand même le faire histoire de montrer quand même que j'ai un peu de crédibilité dans ce que je dis. Voilà. Alors globalement, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans cette série documentaire? Eh bien, on est revenu sur tous les cadavres de Diddy. Du match de basketball au début des années 90 au freak-offs. Grosso modo, ils l'ont fait passer pour quelqu'un d'uniquement malfaisant. Alors, loin de moi de dire que c'est quelqu'un de bien le Diddy. Mais lorsque tu as suivi sa carrière, et surtout lorsque tu as vu tous les documentaires qui sont sortis sur lui depuis les années 90, eh bien en général, le discours était plutôt à l'opposé. Et c'est ça qui est important de réaliser aujourd'hui en tant que consommateur, c'est que le storytelling va absolument tout faire dans un documentaire. Tu peux faire passer quelqu'un pour un véritable héros, comme tu peux le faire passer pour un véritable enculé. Et Diddy, par exemple, a toujours été quelqu'un de foncièrement mauvais, de malfaisant. Pas uniquement ça, mais ça a toujours été le cas. Et pourtant, ça n'a jamais été mis en lumière. Et dans ce documentaire, ils ont mis que le côté
hyper négatif. Et ce qui peut être intéressant de ton côté, c'est d'aller à la recherche du dernier documentaire qui est sorti sur lui en 2017-2018. C'était en exclusivité avec Apple. Et le nom de ce documentaire s'appelle Can't Stop, Won't Stop. Can't Stop, Won't Stop, c'est le slogan de Diddy. Et dans ce documentaire, Apple faisait les louanges de Diddy et de ce qu'il a accompli dans sa carrière. Il avait été diffusé sur Apple et ensuite sur Netflix. Et Can't Stop, Won't Stop, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En traduction littérale, ça veut dire impossible de s'arrêter et je ne m'arrêterai pas. Tu vois, la traduction littérale, c'est pas trop ça. Donc plutôt ce que tu dirais en français, c'est rien ne peut m'arrêter, j'avance coûte que coûte. Et ça, c'est des choses que tu comprends lorsque tu es bilingue, voire même fluent. Et c'est pour ça que Anglify est là. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Anglify, c'est quoi? C'est une formation en anglais 100% personnalisée, humaine et bienveillante. Construit avec un coach dédié qui construit ton programme selon ton niveau, tes objectifs et ton rythme. Vraiment, ce qui différencie Anglify, c'est que tu as un coach qui te connaît vraiment. Donc, il va comprendre exactement où est-ce que tu bloques pour t'aider à progresser. Et la méthode s'adapte totalement à toi. Il y a un test de niveau et de personnalité pour te proposer 2 coachs au choix, un programme ajusté à ton niveau, tes objectifs, ton emploi du temps, si tu cherches à t'expatrier ou alors comprendre le jargon de ton métier en anglais. Aujourd'hui, tu es obligé de comprendre l'anglais. Et vraiment avoir un prof dédié qui te connaît, ça fait toute la différence. Chaque semaine, tu as un cours particulier, un atelier collectif au choix, des cours de prononciation, du business English, encore une fois pour les futurs expatriés, des cours de yoga, cinéma, sport, voyage. L'idée, c'est de casser tes blocages et t'aider à progresser le plus vite possible. Et très important, la formation est certifiante et éligible au CPF. Pour ma part, j'ai fait le test l'année dernière d'Anglify et vraiment, pour le coup, la prof était au top. Et si toi aussi, tu veux vraiment progresser en anglais, ce qui normalement doit être 100% des gens sur cette chaîne, eh bien, c'est très simple. Sur le QR code qui apparaît, sur le lien en description et sur le premier commentaire, tu vas cliquer dessus ou scanner le QR code donc et booker un call de 30 minutes gratuit pour parler avec un conseiller pédagogique et voir si justement la formation te correspond. Spoiler alerte, ça va être le cas. Donc ça ne te coûte rien, je te laisse prendre un rendez-vous et à bientôt sur Anglify. Je reprends la vidéo. Disclaimer, loin de moi l'idée de réhabiliter Diddy, d'accord? Je suis très nuancé dans mes propos, je fais beaucoup de recherches et j'essaie de prendre de la hauteur, donc on peut avoir l'impression que je suis en train d'essayer de le sauver ou quoi. Non, Diddy, on a tous su. Moi, j'ai grandi avec Diddy. Donc je sais depuis très longtemps que c'est quelqu'un de foncièrement mauvais. Mais c'est important, moi, de mon point de vue, en tant que storyteller, c'est quelque chose que je fais depuis presque 10 ans et je sais très bien la puissance de savoir raconter une histoire. La manière dans laquelle je vais raconter certaines histoires, je peux te faire passer certaines personnes complètement mauvaises en héros. Et c'est important justement de comprendre ces mécanismes-là pour pas tomber dans tous les pièges de ce qu'on va vous proposer sur les plateformes de streaming. Et ça, que vous aimiez Diddy ou que vous le détestiez. Et justement pour que vous compreniez un peu, je vais faire le parallèle avec le documentaire qui a été sorti donc sur Apple Music en 2017-2018, là, le Can't Stop, Won't Stop. Par exemple, dans ce documentaire, donc dans le documentaire de 50 Cent, lorsqu'il parle de son enfance avec sa maman, ils le font passer pour une créature faible, abandonnée, qui était déjà foncièrement mauvaise. D'accord? Alors, peut-être même pas foncièrement mauvaise, mais qui a subi toutes les souffrances qui allaient naturellement le conduire à devenir le vilain qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont fait une espèce d'origin story, ils ont essayé d'expliquer tout ça. D'accord? Le fait que son père, le gangster, se soit fait assassiner lorsqu'il était encore bébé, le fait que sa mère le battait, le fait qu'il soit aussi enfant unique. Ils se sont servis de tout ça et ont regardé le côté négatif de ces choses-là pour le faire passer pour quelqu'un de mauvais. Ce qui en soi n'est pas forcément faux. Sauf que lorsque tu regardes dans le documentaire Can't Stop, Won't Stop, ils se sont servis des mêmes choses pour le faire passer pour un héros. Le fait que sa mère soit une femme célibataire, ça veut dire qu'elle est forte, qu'elle a su justement éduquer son enfant seul, lui inculquer certaines valeurs, lui donner la dalle pour qu'il réussisse à devenir ce qu'il est devenu et surtout qu'il a réussi à prendre soin d'elle, tu vois. Donc là, c'est complètement différent. Le fait qu'il soit seul, enfant unique, et qu'il ait réussi à faire manger autant de gens autour de lui, qu'il ait réussi à construire une véritable communauté et avoir une grande famille aujourd'hui, c'est aussi sur ces choses-là, sur ces mécanismes-là, qu'ils ont joué pour le faire passer justement pour un héros, pour quelqu'un de bien. Tu peux aussi jouer sur le fait qu'ils se défendent. Dans le documentaire de 50, ils ont dit que lorsqu'il se bagarrait pas comme les autres jeunes, c'est-à-dire avec les poings. Lui, il essayait de te mordre, te griffer, tu vois. Et ça, justement, tu peux aussi jouer là-dessus. Tu peux te dire, ouais, mais lui, lorsqu'on l'embêtait quand il était petit, il se défendait, il se laissait pas faire. Et c'est pour ça que
lorsque vous regardez les documentaires comme ça, en particulier un documentaire fait par l'un de ses pires ennemis, c'est important d'avoir ce recul-là, d'accord? C'est juste ça que je voulais dire. Si vous détestez Didi, croyez-moi, je ne serai pas celui qui va vous aider à ne pas le détester. Je veux juste que vous le sachiez. Le but des vidéos YouTube comme les miennes, c'est aussi de vous aider à réfléchir, de vous pousser à la réflexion. Et donc, comme je l'ai dit, 50 Cent déteste Didi. Je vous en avais fait une vidéo il y a aussi à peu près 2 ans de ça. Le temps passe extrêmement vite. À cette époque-là, le procès n'avait pas encore démarré. Daphne Joy, la baby mama de 50 Cent, ne comptait pas encore parmi les victimes, d'accord? Mais on savait à ce moment-là que 50 Cent allait faire un documentaire et qu'il y avait une histoire que cette Daphne Joy était déjà en relation avec Didi. Et dans cette vidéo, je vous avais dit que c'était probablement l'une des raisons pour lesquelles 50 Cent le déteste autant. Il y a plusieurs autres raisons, mais je pense que quand même, le fait qu'il soit avec ta baby mama, ça peut être une raison suffisante de te détester. Et justement, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai sortie il y a 2 ans pour avoir vraiment les détails. Ici, on va revenir sur Daphne Joy et sa relation avec Didi dans le cadre de ce qui a été dit lors du procès du rappeur. Donc, Daphne Joy, c'est la dernière victime qui s'est déclarée. Elle a participé à de nombreux freak-offs et c'est notamment elle qui a le moins convaincu les jurés. Et quand je dis les jurés, en réalité, c'est la masse, les gens qui ont réellement suivi le procès, d'accord? Et pourquoi c'est celle qui a le moins convaincu le jury? Eh bien, parce que c'est celle qui est restée le plus longtemps en contact avec lui, même après les perquisitions qui ont eu lieu dans ces 2 maisons de Miami et de Los Angeles. Et surtout, même après tout ça, alors quand je vous dis tout ça, c'est en 2024, donc de mémoire, les perquisitions ont eu lieu en avril. Elle était là, elle est restée avec lui. Là où justement Cassie était plus du tout en contact avec Didi. Mais en plus de ça, jusqu'à l'été 2024, elle a continué à faire des freak-offs. D'accord? Donc c'était le moment où on savait que Didi allait se faire arrêter d'un moment à l'autre. Mais elle était toujours avec lui. Et c'est après qu'il ait été arrêté, en octobre 2024, qu'elle a décidé de coopérer avec le FBI. Et c'est pour ça justement que beaucoup de gens, et je dirais même à juste titre, ne voient pas son témoignage comme les autres victimes qui ont été dans cette affaire. Désolé les gens, c'est les faits, hein. Je commençais pas à me tomber dessus dans les commentaires, non mais tu défends Didi, non non non, c'est les faits. Là je parle pas de Cassie, je parle pas des violences conjugales, je parle précisément de Daphne Joy dans ce cas précis. Voilà pourquoi justement ça n'a pas pris de son côté, c'est qu'il y a tous ces détails qui sont quand même importants. Après son incarcération, elle était encore en train de témoigner en sa faveur et surtout continuer à participer donc à ces fêtes sexuelles. Alors en dehors du fait que ce soit très orienté, j'ai pas appris énormément de choses dans ce documentaire. Alors déjà, son histoire, je la connaissais. L'affaire du match de basketball à la fin des années 80, début des années 90, je connaissais aussi cette affaire. Lorsque tu as regardé les documentaires, encore une fois, de Didi, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Sa relation avec Biggie, la manière dont il traitait ses artistes, un véritable escroc, c'est un secret de Polichinelle depuis très longtemps. Et sa possible implication dans le meurtre de Tupac également. Et si vous avez regardé mes vidéos ces 2 dernières années, c'est... tout ça, vous avez tous les détails en fait. Peut-être même que mes vidéos, en réalité, t'apportent plus d'éléments que le documentaire sur Netflix. Le seul truc que tu as eu en plus, en réalité, c'est des images, d'accord? Des témoignages en vidéo, par exemple. Capricorn Clark, je t'en ai parlé lorsque j'ai couvert le procès. C'est celle qui s'est faite kidnapper lorsque Didi voulait aller éteindre Kid Cudi. C'était intéressant de l'entendre parler et de raconter son témoignage à la caméra. Mais grosso modo, c'est des choses que tu savais déjà si tu as suivi l'affaire à travers mes vidéos. Donc, grosso modo, j'ai pas appris énormément de choses. La seule chose, pour être très honnête, que j'ai vraiment apprise et qui m'a limite intrigué, on va en parler un peu plus tard, c'est l'existence de Kirk Burroughs. Alors, pour les fans de Bad Boy, enfin, je pense pas que vous allez vous prononcer maintenant, les fans de Bad Boy, je pense que vous allez faire profil bas. Mais ce que je veux dire, les personnes qui ont suivi Didi et qui connaissent vraiment la carrière du boss, ça va peut-être vous choquer, mais je connaissais pas l'existence de Kirk Burroughs. J'en avais jamais entendu parler. Et le fait d'entendre parler de lui dans ce documentaire, le voir parler et de me renseigner sur lui, j'ai appris beaucoup. Alors pour ceux qui ne savent pas de qui je veux parler, Kirk Burroughs, c'est le premier CEO de Bad Boy, d'accord? D'après mes recherches, il a quitté la présidence en 2002. J'ai vu aussi qu'il aurait quitté la présidence dans les années 90. J'avais à peu près 11 ans à ce moment-là, je commençais vraiment à m'intéresser à tout ça, donc je pouvais pas avoir toutes les informations et ouais, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un CEO dans cette période-là. Et c'était super intéressant du coup parce que
j'ai compris pas mal de choses. Sinon, je trouve que globalement, dans ce documentaire, ça manquait d'intervenants. Ils avaient quand même quelques personnalités vraiment pertinentes, notamment Aubrey O'Day, donc Kirk Burroughs, notamment l'escorte, on va y revenir, Mark Curry, un ancien artiste qui a bossé avec lui, Capricorn Clark, je t'en ai parlé juste avant. Mais c'est vrai qu'on aurait voulu avoir plus de monde, notamment des anciens artistes du label, Shine, Maze, Loon, c'est des personnes qu'on aurait aimé avoir dans le documentaire. Il y a aussi le fameux Fondsworth Bentley, son majordome, d'accord ? On n'a pas entendu parler de lui ces 2 dernières années. Il a vraiment décidé de disparaître. Et j'aurais beaucoup aimé qu'il nous partage son expérience avec Didi au début des années 2000, juste après la fusillade de 2000, d'accord ? Ça aurait été hyper pertinent de l'avoir. Mais visiblement, il ne veut plus rien avoir à faire avec Didi. Ou encore les enfants de Biggie. Parce que finalement, Didi a toujours dit qu'il était en excellent terme avec le rappeur défunt. Et pourtant, les enfants de Biggie n'ont absolument pas de lien avec les siens ou avec Didi lui-même. Donc ça aurait été intéressant de les avoir dans le documentaire. Je suppose que 50 Cent les a contactés, mais ils ont refusé de faire partie de ce documentaire. Et quand je dis eux, je ne parle pas seulement des enfants de Biggie, je parle de Fondsworth Bentley, les Maze, Shine et les autres, d'accord ? Parce qu'il y a encore cette culture du no snitch. Et dernier point positif, avant que je t'expose les choses que tu dois savoir, c'était hyper intéressant d'avoir le ressenti de Didi pendant que l'affaire était en train d'éclater sur les réseaux sociaux courant 2024. Les gens se sont posé la question, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui le filme partout, dans sa chambre d'hôtel, lorsqu'il se balade à New York et autres ? Eh bien, d'après les dires d'un ancien garde du corps, Didi avait toujours l'habitude d'avoir des petits jeunes autour de lui qui étaient prêts à filmer tout ce qu'il faisait. Et lorsque c'était le moment de payer, fidèle à lui-même, il refusait de payer. Donc ces personnes-là se retrouvaient encore avec les rushs, des tonnes de rushs. Et lorsque 50 Cent a eu besoin de faire un documentaire, je suppose que ces personnes-là l'ont contacté en lui disant « Voilà, on a des rushs, si tu veux, on peut te les vendre, etc. etc. pour ton documentaire. » Je pense que c'est comme ça que ça a dû se faire. Du moins, c'est ce que l'un de ses anciens gardes du corps a expliqué. Donc ça n'a pas été très compliqué de récupérer des rushs pour faire ce documentaire. Donc le voir parler avec Christina Koram, même si on n'a pas entendu beaucoup le son de sa voix, ça a été pertinent, parce qu'elle aussi, on ne l'a pas du tout entendu parler. On l'a entendu parler avec ses avocats, parler de stratégie et autres, être avec ses enfants. Donc c'était intéressant d'avoir tous ces éléments-là pour mieux comprendre dans quel état d'esprit il se situait. Bon voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, on peut rentrer dans les choses que tu dois savoir pour mieux comprendre tout ce qui s'est passé, les choses croustillantes à savoir. Alors commençons par Kirk Burroughs. Alors comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai découvert son existence avec le documentaire. L'une des infos les plus intéressantes pour moi. Alors je vous le présente ici rapidement, c'est donc le cofondateur et l'ancien PDG de Bad Boy Entertainment. Il aurait exercé entre 93 et le début des années 2000 selon certaines sources, et d'après d'autres, il aurait été congédié au milieu des années 90. Contrairement à Sean Combs, Burroughs est vu comme quelqu'un de discret, analytique, structurant, orienté plutôt business, contrat et opération. Contrairement donc à Didi, c'est l'exact opposé, qui est beaucoup plus vision, network, artiste que son partenaire. Donc Burroughs possédait 25% de Bad Boys Entertainment et Didi, en réalité sa mère, parce qu'à ce moment-là, Didi avait mis sa mère dans les papiers, qui possédait, elle, 75% des parts, d'accord ? Très important cette information pour la suite. Et donc ce duo fonctionnait à merveille dans les années 90 parce que Burroughs pouvait s'occuper réellement des opérations et de la gestion du label, quand Didi pouvait amener les artistes, amener la vision, amener le network et tout l'aspect marketing qui a permis au label d'exploser comme il a explosé. Parce que Didi est comme il est, mais ce qu'on peut pas remettre en question, c'est son talent de marketeur et de directeur artistique. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? Et c'est ça qui est intéressant. Alors, actuellement, Kirk Burroughs a attaqué en justice la mère de Didi. Pourquoi la mère de Didi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est elle qui possède les 75%. En tout cas, à ce moment-là. Depuis, peut-être que les choses ont changé. Et le fait qu'il l'attaque en justice, elle, probablement au civil, ça lui permet de récupérer l'argent parce que c'est elle qui est sur les papiers. Et j'ai fait mes petites recherches et je suis tombé donc sur le document d'accusation expliquant les raisons pour lesquelles
il attaque en justice donc Didi et sa maman, quoi. Et dans le documentaire, il en a parlé, mais ici, on va lire exactement ce qui a été écrit dans le document d'accusation, et ensuite, on va rebondir dessus. Alors, lors de cet incident, le fils du défendeur Small, Monsieur Combs, alors dans les documents d'accusation, la mère de Didi n'a pas son vrai nom, elle a utilisé quelque chose Small, je crois que c'est Jane Small, d'accord? Donc, il n'y a pas son nom qui apparaît, ce sera Small à chaque fois. Par contre, il y a Mr. Combs, donc je reprends. Donc, lors de cet incident, le fils du défendeur Small, Monsieur Combs, a proféré des menaces tout en brandissant de manière erratique une batte de baseball. Le fils du défendeur Small, Monsieur Combs, a ensuite présenté au plaignant un contrat que celui-ci n'avait jamais vu auparavant. Le plaignant, donc Kirk Burroughs, placé sous une contrainte extrême et craignant légitimement pour sa sécurité physique et sa vie, n'a pas lu le contrat, mais l'a néanmoins signé tel qu'il lui était présenté sans bénéficier de l'assistance d'une représentation juridique appropriée. Il a découvert par la suite que la signature sur le dit contrat avait pour effet de le priver de sa participation légitime de 25% au capital de Bad Boy Entertainment. Donc grosso modo, Didi s'est pointé dans ses bureaux avec une batte, des gars à lui, en lui disant hey, « signe le contrat, sinon je te nique ta race ». Le gars a eu peur, il a signé le contrat. Et donc il a perdu ses 25%. Et c'est là que je me suis dit, mais il lui a fait signer ça, et lorsque tu regardes le documentaire, il parle justement de tout ça. Et c'est comme si il avait accepté de signer le contrat, il a perdu ses 25%, il s'est fait menacer, mais il a quand même accepté de continuer à travailler avec Didi. Lorsque tu regardes le documentaire, tu comprends pas pourquoi en fait. Mais lorsque tu fais tes recherches, les choses que tu ne sais pas, tu comprends un peu mieux. Pourquoi je ne connaissais pas l'existence de Kirk Burroughs? Eh bien parce qu'il a été complètement effacé de l'histoire de Bad Boy Entertainment. Lorsque tu regardes les documentaires, t'entends pas parler de lui, tu dois aller sur des chaînes YouTube sombres où il donne des interviews et raconte ce qu'il a fait pour le label. Tu vois, il apparaît pas dans le fameux documentaire Can't Stop, Won't Stop. Encore une fois, le pouvoir du storytelling, très important à garder en tête. D'ailleurs, en parlant de storytelling et de raconter des histoires, j'apprends aux créateurs de contenu et aux entrepreneurs à faire du contenu et à bâtir une audience sur TikTok, Instagram et YouTube. Et ceux qui veulent avoir du contenu analytique dans ce sens, j'ai une newsletter, il suffit que tu inscrives ton nom et ton adresse email et tu recevras toutes les semaines les vidéos d'Iconic Programme, des vidéos analyses, des LSD business, les masterclass, les coachings, etc. Tout se passe là-bas. Le lien est aussi en description et en premier commentaire. Donc il a été complètement rayé de l'histoire de Bad Boy. Et en plus de ça, il dit quelque chose dans le documentaire qui m'a pas vraiment choqué. Il a dit qu'il a été agressé sexuellement par Didi. Il le dit pas tout de suite en plus, hein. C'est au bout d'un moment il le dit. Et là je me dis waouh, ça fait beaucoup. Et lorsque tu le regardes dans le documentaire, tu vois qu'il a traversé des choses difficiles. Ça me fait réellement mal. Et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les personnes qui ont travaillé autour de Didi, hein. Il a jamais été très tendre. On va y revenir un peu plus tard. Donc ça c'est ce qui a été dit dans le documentaire. Maintenant, lorsque tu fais tes recherches, qu'est-ce que tu te rends compte? Alors, c'est des rumeurs, d'accord? Mais lorsque tu creuses un petit peu, d'après ce qui a été dit par un ancien gars de la sécu de Didi, Gene Deal, d'accord? Gene Deal n'aime pas beaucoup Didi, il a tendance à le défoncer, mais il dit beaucoup de choses vraies sur lui. Et aussi par d'autres, eh bien, apparemment les deux étaient en couple. Kirk Burroughs and Diddy was lovers. Ils avaient une relation. Puff et Kirk Burroughs se faisaient des bisous. En tout cas, c'est ce qui a été dit par Gene Deal et par d'autres personnes qui auraient travaillé chez Bad Boy dans les années 90. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas hyper discrets, parce que voici ce que Gene Deal raconte. He was spending the night with Kirk Burroughs either every Wednesday night. He got a whole girl at home, but he's spending the night with Kirk Burroughs. Étant donné que Kirk Burroughs était le gars le plus carré, celui qui gérait le mieux l'argent, après les showcases de Biggie ou de Craig Mack, ils allaient chez Kirk pour déposer l'argent. D'accord? Comme tu le sais, souvent les clubs, et même aujourd'hui les showcases, etc. Voilà, il y a cette culture de payer en cash, donc l'argent arrivait, et pour gérer l'argent de la boîte, ils avaient tendance à récupérer l'argent, donc Didi avec Gene Deal, qui était dans la sécu de Didi à ce moment-là, donc il a pu absolument tout voir, il connaît absolument tout le monde de cette époque dans Bad Boy Entertainment, il en faisait partie, et ce qui se passait, c'est que avant que chacun rentre chez soi, ils allaient chez Kirk, parce que Kirk n'allait pas forcément club avec eux, tu vois, c'est un profil, comme je l'ai dit encore, business, donc voilà, les clubs et tout, c'est pas forcément pour lui, et donc ils allaient chez Kirk déposer l'argent. Et au moment de partir, Didi disait à Gene Deal, donc le gars de la sécu, ben qu'il allait rester. Il dit ouais non t'inquiète, tu peux partir, je vais rester chez Kirk, je dors là.
chacal. Ginny, il comprenait pas, il dit, mais attends, tu vas me dire, frérot, que t'as une femme à la maison, d'accord? Mais tu préfères rester dormir chez ton associé, pas ton zinc, pas ton frère, pas ton associé, dormir chez lui. Mais quand vous dormez là, vous dormez ensemble? Et d'après ce qui a été dit encore, et je crois que c'était Didi qui le disait lui-même, ouais, le matin quand je me lève de chez Kirk, on se levait et on priait ensemble au coin du lit. Wesh gros. C'est-à-dire que il y a une histoire de lit dans cette affaire. Une histoire de lit, de prière. Fuck. Je dis pas fuck la prière, mais... j'ai dit une dinguerie. Vous avez passé la nuit ensemble, t'as choisi de passer la nuit avec lui, et en plus au beau matin, vous tapez une prière ensemble en mode comme un couple qui prie pour que la journée se passe bien, quoi. Donc c'était assez spécial. En fait, c'est pas un problème qu'ils soient en couple, c'est juste le fait qu'ils le disent pas clairement, et du coup, toutes ces petites informations-là, ça nous rappelle aussi sa relation avec Usher, lorsqu'il disait qu'il se battait le matin pour des céréales. Back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the frosted flakes. Mais aussi, il dormait avec le frérot. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations. Et en dehors de ça, plusieurs employés de Didi auraient dit les avoir surpris dans les bureaux de Bad Boy Entertainment en train de fricoter, en train de faire des bails. Certains auraient croisé le Flocon en train de se faire pépon dans les bureaux. Pardonnez mon français, mais c'est le cas. Donc voilà, je vous partage ce qui a été dit. Long time ago in the office, they caught Kirk giving Puff a fellatio in the office. Now that was the rumor that was going around. How true it is? Donc les deux avaient probablement une relation. Et d'après Gene Deal, donc le gars de la sécu, qui a assisté à tout ça, qui a connu Biggie, qui connaissait Kirk Burroughs, d'accord? Il se serait servi donc de Kirk Burroughs pour monter la boîte, pour avoir une forme de crédibilité, et lorsqu'il n'a plus eu besoin de lui, il l'a jeté comme une vieille chaussette, d'accord? Donc il l'a exploité en tout plan, sexuellement et aussi professionnellement parlant. Et de l'autre côté, apparemment Kirk aurait été amoureux de Didi, donc il faisait à peu près tout ce qu'il lui disait de faire. Et même d'après les propos de Gene Deal, c'était aussi un peu son chien de garde. Lorsque Didi ne voulait pas faire quelque chose, c'était pas Kirk qui allait le contredire, il allait toujours dans son sens, tu vois. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qu'on a apprises lorsqu'on cherche à gauche à droite. Par exemple, Gene Deal était venu voir Kirk pour lui demander d'avoir plus de sécurité dans le cadre de son voyage avec Biggie à Los Angeles. Kirk aurait refusé parce que Didi avait refusé à ce moment-là. Et ça a entraîné donc l'assassinat de Biggie. Plein d'autres anecdotes comme ça ont été citées. Donc le fait que Didi s'en soit débarrassé comme une vieille chaussette après l'avoir exploité, tu as non seulement du ressenti professionnellement parlant, mais tu as aussi un énorme goumin. Un énorme goumin, tristesse, une personne qui s'est fait exploiter sentimentalement parlant, ben cette personne-là, elle va utiliser tous les moyens à sa disposition pour te faire du sale. Et en plus de ça, elle dit que tu l'as agressé sexuellement parlant, je vais pas remettre ça en cause, et ben ça fait beaucoup. Et c'est pour ça aussi que ce Kirk a participé autant à ce documentaire, a raison, parce que tu te rends compte, tu te mets à sa place, ça fait des années que le gars t'a fait du sale, t'as l'impression qu'il va jamais tomber, il a été récompensé il y a pas si longtemps que ça chez BET, il a eu des documentaires à son nom, il s'est remarié, il a fait des enfants, il a eu des femmes, il a tout le monde lui léchait encore les bottes il y a pas si longtemps, et tu te dis mais ce gars-là ne va jamais tomber, et pourtant, il a fini par tomber. Et tu m'étonnes qu'il soit là pour non seulement en remettre une couche et l'attaquer en justice pour récupérer ce qui lui est dû. Deuxième chose qu'il faut savoir, Craig Mack. Alors, ils en ont un petit peu parlé dans les premiers épisodes, mais je trouve qu'ils sont pas allés en profondeur et pour moi, ça aurait été hyper important d'avoir davantage d'informations sur lui parce que ça vous permet de comprendre très vite le positionnement de Didi et comment il se comporte globalement avec tous ces artistes parce que ça a été quand même le premier artiste qui lui a permis de faire exploser Bad Boy Records. Alors Craig Mack, c'est qui? C'est l'un des premiers artistes de Puff Daddy. C'est d'ailleurs le premier artiste qui lui a ramené un hit qui lui a permis de faire grandir le label, le morceau Flavor in Your Hair. You won't be around next year, my rap's too severe, kicking mad flavor in your hair. Donc c'est un rappeur new-yorkais qui a fait donc ce single qui a explosé en 1994. Et d'ailleurs pour ceux qui suivent vraiment le rap new-yorkais East Coast, vous vous rappelez probablement de la campagne Big Mac qui visait à faire la promotion de Craig Mack et de Biggie, les deux premiers artistes du label Bad Boy. Alors comme je l'ai dit, Craig Mack c'est
l'artiste qui a permis à Diddy de pouvoir faire exploser son label. À ce moment-là, Biggie n'était pas encore un artiste qui lui rapportait tant d'argent que ça, mais grâce à Flavor in Your Hair, ça lui a permis de faire rentrer les premiers dollars dans la société. Et ce que tu apprends, c'est que la relation entre Craig Mack et Puff, elle s'est très vite dégradée à l'image de toutes les relations qu'il a eues par la suite avec les autres artistes. Craig Mack lui a ramené ses premiers dollars. Il a été signé pour 25 000 $, ce qui est absolument rien, d'accord? Le contrat était probablement éclaté, mais Craig Mack a accepté de travailler avec Diddy. Et lorsque tu fais tes recherches, tu te rends compte que malgré tout, alors je ne sais pas si c'est 25 000 $, mais en tout cas, l'argent que Diddy lui devait, donc les 25 000, supposons que ce soit ça, eh ben, il lui aurait même pas donné la totalité de la somme d'un coup. Il lui a donné un tiers de la somme, et Craig Mack a accepté de continuer à travailler pour Diddy, donc enregistrer de la musique, être présent et autres. Et en fait, il a jamais pu lui payer les 2 tiers restants, ce qui fait que la relation entre les deux a commencé à être un peu shaky, d'accord? Grosso modo, ça s'est dégradé, des menaces ont commencé à fuser. You know, talking about, yo, you know, you owe us an album. And I'm like, excuse my French, but I don't owe you shit. You owe me money. You know what I'm saying? So if you can come up with the rest of the dough, then we can come up with the rest of the album. No dough, no records. That's it. Et Craig Mack avait même pour objectif, au final, de tuer Diddy. Il avait une arme, il était prêt, il s'est dit, ça y est, je crois que je vais aller le fumer. Craig Mack était prêt à éteindre Diddy. Ça s'est confronté équipe contre équipe, ça s'est menacé. Et au moment où ça allait vraiment exploser, Craig Mack raconte cette anecdote. I was going to pick up my sister from work. I had a gun in my lap. And I'm sitting there and I'm talking to God. I'm like, Lord, I don't want to do this. But if it comes to getting ugly where somebody's going to be trying to kill me, I'm going to have to do something first or do something to prevent that from happening. And I started flipping around the radio stations where the Supreme team used to be on. So I was looking for that. And when I turned the station, all this gospel music came on. I knew that it was God talking to me. I started crying all over the place in the car. Et donc, comme il le dit, il a entendu cette fameuse musique gospel et à partir de là, il a demandé pardon et autres. Et justement, c'est intéressant parce que lorsque j'ai réentendu parler de Craig Mack il y a à peu près de ça 10 ans, vers 2016-2017, à peu près au moment de ce fameux documentaire là, Can't Stop Won't Stop, j'ai appris que Craig Mack était devenu pasteur, ou du moins il prêchait dans une église baptiste dans le sud. Il était rentré pleinement dans la religion et il était plus du tout dans la musique. L'une des raisons pour lesquelles notamment il a refusé de faire cette dernière tournée avec Diddy dans cette même période là de 2016-2017. Parce que à ce moment-là, pour ceux qui ne savent pas, Diddy avait fait une tournée avec tous les anciens artistes de Bad Boy, Lil Kim, Maze et compagnie, et certains artistes ont répondu présent, mais Craig Mack a refusé de faire la tournée. Maintenant, on comprend un petit peu mieux. Tout ça pour dire que, au final, la relation entre les deux s'est extrêmement mal terminée. Craig Mack s'est barré du label, il a complètement arrêté avec la musique, il est rentré dans la religion. Et Diddy a continué à bosser avec Biggie, d'accord? Et d'ailleurs, à cette époque-là, Biggie et Craig Mack s'entendaient pas du tout. Biggie a explosé, il est devenu ce qu'il est devenu. Et je suppose d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles Craig Mack a aussi décidé complètement d'arrêter dans le milieu de la musique, parce qu'il constate aussi que quelqu'un qui ne l'aime pas devient ce qu'il devient avant de se faire assassiner. Donc voilà, il avait toutes les raisons de vouloir arrêter. Et Craig Mack est décédé il y a quelques années du sida, paix à son âme. Le fait qu'il soit décédé dans cette période-là, qu'il ait un petit peu témoigné sur internet, et ce dont ils n'ont pas parlé dans le documentaire, qui aurait été intéressant de mettre plus en lumière, c'est l'aspect escroc que Diddy a toujours eu avec l'ensemble de ses artistes. Ils en ont parlé, c'est sûr, mais je trouve qu'ils ne sont pas assez rentrés dans les détails. Quand tu vois ce qu'il a fait à Shyne, je vous ai fait une vidéo de lui il y a quelques années de ça. Vous savez, c'est le rappeur qui est devenu juif orthodoxe et maintenant homme politique dans son pays. Donc retournez voir la vidéo que j'ai faite en 2020, je crois, ou 2021. Bon, j'avais une tête à ce moment-là avec plein de boutons, mais allez voir la vidéo, elle est vraiment bien construite et vous aurez tous les éléments. Donc lui, il est devenu quand même juif orthodoxe, il avait complètement arrêté avec le rap. Tu as aussi Loon, un autre artiste à lui qui était hyper populaire et qui faisait tous les morceaux avec lui au début des années 2000, qui a complètement coupé avec la musique et qui est devenu, lui, musulman sunnite pratiquant, d'accord? C'est devenu un cheikh, il a laissé pousser la barbe, etc. Bref, il est vraiment pratiquant, il est
complètement sorti de l'industrie de la musique lui aussi. Tu as eu aussi Maze. Maze, ça aurait été hyper intéressant de l'avoir dans le documentaire, mais bon, je pense que lui, encore une fois, charisme et autres, il voulait pas passer pour une victime. En plus, en ce moment, avec son podcast, il cartonne, donc il avait pas forcément envie de se mélanger à tout ça. Mais ça aurait été hyper pertinent d'avoir aussi son témoignage. Il a fait beaucoup de clash, il en a parlé à plusieurs reprises sur internet, de sa relation avec Diddy, très tumultueuse, il a clashé dans des morceaux, j'en ai parlé dans quelques-unes des vidéos, et en plus c'est très intéressant avec Maze, puisque c'est un artiste que 50 Cent voulait signer, et Diddy justement le bloquait à ce moment-là, donc c'est même intéressant de voir cet aspect-là. Et tout cet aspect exploitation des artistes de Bad Boy, et surtout ce qu'ils sont devenus par la suite, parce que la plupart d'entre eux ont tellement été dégoûtés par le milieu de la musique, qu'ils sont rentrés dans la religion, tous à leur manière, et ben ça aurait été intéressant de le mettre plus en lumière pour le grand public qui n'est pas aussi éduqué sur le sujet. Donc non seulement il leur fait du mal, mais en plus de ça, chacun part dans des directions un peu particulières. Ça aurait donné une dimension encore plus intéressante au documentaire, mais je suppose que voilà, ils ont refusé de commenter, et c'est un petit peu dommage. Et pour ce qui est de Craig Mack, c'est probablement l'une des histoires qui a été le moins documenté sur les artistes de Diddy. Donc c'est important ici d'en parler et de vous donner quelques extraits pertinents. Ensuite, la mort de Big Jake, le pote de Suge Knight, et le début de la guerre East Coast-West Coast. Alors, cette partie-là, c'est selon moi l'une des parties qui a été le plus remixée dans ce documentaire. Les infos qui ont été données, l'ordre des informations, c'est clairement pas ça. Ils ont fait passer Diddy pour un gros caïd, à tel point même qu'ils ont fait passer Suge Knight pour une victime. Et ça me pose problème. Lorsque tu connais toute cette histoire, tu sais que c'est absolument pas ça qui s'est passé. Et pour ça, il faut s'appuyer sur le témoignage des gens qui étaient sur place, notamment Mark Curry qui raconte comment Jake a été assassiné, parce que ça c'est vrai. Alors pour rappel, voici ce qui a été dit dans le documentaire. Diddy est un manipulateur et aussi il adore draguer les femmes de ses ennemis. Et ce qu'il raconte dans le documentaire, c'est qu'il aurait demandé à Kirk Burroughs de sortir 50 000 $ de la société pour aller acheter des bijoux à la femme de Suge Knight, d'accord? Parce que Suge Knight a bien évidemment pas apprécié, et par la suite, les deux se sont vus dans une soirée à Atlanta, au Platinum, là où Diddy organisait sa soirée, les deux se seraient confrontés, et ce qu'il raconte, c'est que Diddy avait un entourage de dingue, et il y a eu donc ce gars dans son entourage qui aurait pointé un gun sur le pote de Suge Knight, Big Jake donc, et il l'aurait tué de sang-froid. Comme ça. Et par la suite, il aurait attrapé donc Diddy et s'en serait servi comme bouclier humain, au cas où le tireur fait le con. Alors quand tu regardes le documentaire et que tu vois comment les choses se sont passées, tu te dis mais Diddy c'était vraiment un dingue. Il allait mettre à l'amende Suge Knight, même lui est en position de difficulté en face de Diddy, mais finalement c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit. Je pensais que Diddy, oui effectivement c'était un bandit, mais au point même de mettre à l'amende comme ça Suge Knight, franchement c'est abusé. C'est ce que tu crois quand tu regardes le documentaire, mais lorsque tu fais tes recherches et que tu regardes le témoignage de Mark Curry en entier et d'autres personnes qui étaient à cette soirée à ce moment-là, c'est pas exactement ça. Il y a beaucoup plus d'éléments. Suge Knight dans les années 90, c'est le plus grand bully que l'industrie du rap ait connu. Ok? Je pense qu'il y a Jay Prince avec lui et d'autres, mais voilà. Suge Knight, c'est quand même le boss des boss, d'accord? Lorsque tu fais tes recherches, c'est pas exactement ça qui se passait. Suge Knight et Diddy étaient déjà un petit peu en conflit, d'accord? Suge Knight, en bon bully, voulait dépouiller Diddy. Il voulait récupérer les éditions des artistes du rappeur, d'accord? Il y avait donc cette fameuse soirée au Platinum, organisée par Bad Boy, et donc dans ce club-là, tu as Diddy, Wolf, le meilleur ami de Diddy, qui fait aussi sa sécurité, celui d'ailleurs qui a été assassiné plusieurs années plus tard par BMF en soirée, je vous en ai parlé dans ma vidéo que j'ai sortie récemment sur eux, n'hésitez pas à aller la voir. Diddy était avec son entourage dans la soirée et il y avait également Jermaine Dupri qui avait organisé une soirée au même moment, qui s'est ensuite retrouvé dans la soirée de Puff. Et donc Suge Knight et Big Jake étaient de passage dans la ville. Ils voulaient rentrer dans la soirée. Alors pour info, Big Jake, c'est l'un des meilleurs potes de Suge, c'est un mob Pyru, et d'après les descriptions que l'on a de lui, il était encore plus balèze que Suge. C'était une armoire à glace, un gros morceau, bref, le mec il fait sa sécu solo. Donc les deux débarquent en club, donc déjà l'énergie change totalement. Apparemment Suge et Jake croisent Jermaine Dupri et sa sécurité, sans même lui dire un mot,
Grosse teutard sur Jermaine Dupri. Dinguerie, tu vois. D'ailleurs, quand j'ai appris l'anecdote, ça m'a fait grave du mal, parce que Jermaine Dupri est non seulement talentueux, calme, créatif, bref, c'est une légende, Jermaine Dupri. Bref, il se mange d'une grosse teutard, et apparemment, la sécurité de Jermaine Dupri se fait monter en l'air par Jake et par Suge Knight. Il sort du club en mode waouh, dinguerie, etc., etc. Ensuite, Suge va à la rencontre de Didi. Ni une ni deux, il l'attrape ici, là, par le col, il le soulève d'une main, comme ça, comme dans les films. À tel point que, voilà, Didi n'a plus les pieds au sol, et il les balance comme ça. Et là, il lui dit, ils sont où les éditions de Joe Desi, ils sont où les éditions de Craig Mack, bref, il est en train de le menacer. En gros, il est en train de lui dire, donne-moi tout ce que t'as, en gros, tu vois. Et apparemment, Didi, et ça, c'est vraiment le témoignage des gens qui étaient là, apparemment, il aurait dit, Suge, je serais pas ta... Et là, il a attrapé la main de Suge, et là, Suge a continué à le secouer un peu partout. Wolf intervient. À partir de là, bagarre, etc. Apparemment, ils sont montés à l'étage dans un espace dédié à ça. Le gérant du club les a foutus là-bas, ils se sont bagarrés. Histoire trop chelou, ils sont sortis de là. Apparemment, les choses s'étaient apaisées. Suge et Didi parlaient, bras dessus, bras dessous. Trop chelou, hein. Mais c'est vraiment des gens qui étaient sur place qui racontent ça. Je ne fais que te rapporter les propos. Ils sortent comme ça du club, il y avait à peu près tout le monde, mais Didi avait son entourage large, d'accord? Il y avait d'autres gens avec lui. Et ce qui est vrai, c'est que Didi, c'est un mec qui est entouré de gars de la rue assez sérieux. Et ce qui serait passé, c'est qu'effectivement, il y aurait eu un gars qui aurait tiré en l'air dans une direction, d'accord? Tout le monde a regardé dans cette direction. Pendant que les gens regardaient dans cette direction, ce gars aurait pris son pistolet et aurait fait exactement ce que Mercury décrit dans le documentaire, c'est-à-dire qu'il aurait pointé le gun sur Big Jake en regardant Suge et en tirant, comme ça, pa, 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 pa. Et ce gars-là serait apparemment dans l'entourage de Didi. Comment je le sais? Parce que Suge Knight aurait attrapé Didi, comme ce qui a été dit donc dans le documentaire, pour s'en servir comme bouclier humain. Et le fait que le gars n'ait pas tiré sur Didi et sur Suge Knight me fait dire qu'il ne voulait pas tuer Didi, il voulait absolument toucher Suge, donc il a évité de le faire. Et en gros, l'assassin a fui. Entre-temps, Suge avait effectivement Didi en chokehold, donc il l'étranglait, tu vois, un peu comme ça, en mode, voilà, tu vois, et Didi disait, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Et Suge Knight répondait, dis à ta mère que tout va bien se passer. Dis à tes enfants que tout va bien se passer. Et comme ça, il serait arrivé devant le club, aurait têche Didi, aurait récupéré une meuf. Bref, les choses se sont terminées comme ça. Donc, c'est pas Wolf, parce que j'avais entendu dire que Wolf aurait tué Big Jake. C'était pas lui. C'était probablement quelqu'un de l'entourage de Didi. Et cette personne n'a jamais été retrouvée. Mais effectivement, à partir de là, là où les choses auraient pu se calmer, elles se sont aggravé, d'accord? Et par la suite, il y a eu effectivement, comme ils l'ont décrit, Tupac qui dit avoir été braqué et tiré dessus à 5 reprises par des gens de l'entourage de Didi. Et Asian Jack, on va pas rentrer dans les détails ici, mais ce que Tupac explique, c'est que Didi était au courant et qu'il a tout commandité. Et à ça, tu ajoutes les petites embrouilles entre Snoop, Nori, etc. Toutes ces petites choses-là ont fait que ça a explosé au bout d'un moment, d'accord? Donc tout ça pour dire qu'effectivement, Didi est entouré de voyous, mais Didi n'a pas mis à l'amende Suge Knight comme ce qui a été raconté dans le documentaire. Les choses étaient beaucoup plus complexes, et d'ailleurs, Didi a été sérieusement mis à l'amende à ce moment-là. Alors, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. Comme vous le voyez, cette vidéo me demande beaucoup de travail. Pour ce qui est de la femme de Suge Knight, peut-être que c'est vrai, mais c'est pas la raison pour laquelle tout ça aurait commencé. C'était Suge Knight qui a voulu bully Didi, histoire de gangster, etc. Et peut-être qu'il y avait aussi son histoire de femme. Donc c'est important que vous ayez tous ces éléments, les voici. Alors je vous ai parlé un peu plus tôt de l'incident du Quad Studio. Vous savez, le jour où Pac s'est fait braquer et tirer dessus à 5 reprises, ce qui a donc mis le feu aux poudres et a démarré donc la guerre East Coast-West Coast, d'accord? Donc cette affaire-là, donc les gens qui l'ont braqué, lorsque tu regardes le documentaire, ils t'expliquent en filigrane qu'en réalité, c'est Puff qui était derrière cette affaire. Donc en disant ça, ils sont en train d'insinuer que lui et Biggie sont effectivement les personnes qui ont tiré sur Pac. Donc toute la théorie de Who Shot Ya, etc., grosso modo, est en train d'être validée par 50 Cent. Ce qui est pas du tout vrai. Lorsque vous êtes intéressé un petit peu à cette affaire, lorsque vous avez creusé un petit peu, vous êtes au courant qu'en réalité, Pac allait en studio ce soir-là
pour faire un featuring avec un artiste qui s'appelle Lil Jon, d'accord? Cet artiste-là était signé chez Uptown Records, donc le label où Diddy a fait ses classes, d'accord? Où il y avait EVD, André Harrell, etc. Dans le premier épisode du documentaire, ils en parlent, retournez le voir. Donc cet artiste-là était managé par un certain Jimmy Henchman, d'accord? Jimmy Henchman, j'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques années, c'est l'un des pires ennemis de 50 d'ailleurs, dans les années 2000. D'ailleurs, c'est ça que je trouve curieux, c'est qu'en quelque sorte, il préfère mettre aujourd'hui toute cette affaire sur le dos de Diddy plutôt que sur le dos de Jimmy Henchman, sachant que c'est un secret de polichinelle maintenant que c'est lui qui est derrière tout ça. Et bien tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien lorsque Tupac s'est mis en route pour le Quad Studio afin de rejoindre Lil Jon pour faire un featuring avec lui et aussi rencontrer Biggie et Tupac là-bas, c'est un studio, il y a du monde, etc. Et bien Jimmy Henchman aurait envoyé donc des goons pour les braquer. Et Tupac a refusé en fait de coopérer avec les braqueurs. Et c'est là que ces braqueurs ont tenté de l'éteindre en lui tirant dessus à 5 reprises. Tupac a survécu, il a fui, et à partir de là, ça a démarré. Mais la personne qui a tiré sur Tupac a admis avoir tiré sur lui. Cette personne s'appelle Dexter Isaac, vous pouvez faire vos recherches, et cette personne dit avoir été embauchée par Jimmy Henchman. Donc ça y est, cette histoire en fait est résolue. Mais 50 a orienté les choses à sa manière, et donc on a l'impression que Diddy est la personne qui est derrière la tentative de braquage sur Tupac. Enfin, tentative, je crois qu'ils l'ont braqué. Mais bref, tu m'as compris. Et ensuite, rapidement, parce que la vidéo va être beaucoup trop longue, pour ce qui est de la cover de Rolling Stone Magazine, Diddy ne s'est pas imposé sur la cover, Biggie n'était pas du tout prévu. En fait, ça s'est fait naturellement. Le fait que le single I Will Be Missing You explose comme il a explosé, et avec l'actualité de Biggie, effectivement, là, ça avait beaucoup de sens, et en plus, la sortie de l'album de Diddy à venir, tous les éléments étaient réunis pour que cette cover vende un maximum. Donc Rolling Stone, qui est une véritable institution et qui était ultra puissant dans les années 90, faisait ce qu'il voulait. Hein. Diddy, c'est pas le Diddy qu'on a connu après dans les années 2000. Diddy en 96, 17 là, c'était encore un producteur en pleine ascension, mais il n'avait pas le pouvoir qu'il a eu 10 ans plus tard. Donc, ça a été possible parce qu'il y avait un vrai intérêt économique des deux côtés. Et pour finir, ce n'est pas Diddy qui a tué Biggie à LA, c'est la guerre qu'il y avait entre la East Coast et la West Coast, et plus précisément le fait que Tupac s'est fait assassiner, d'accord? Et avec les échos qu'il y a eu sur le fait que c'est des gens qui sont affiliés à Tupac, en l'occurrence les Southside Crips. J'en ai parlé il y a quelques années sur ma vidéo sur Diddy et Tupac, le lien apparaît juste là. D'ailleurs, il y a toute ma playlist sur Diddy, hein. Tu peux toute la faire, tu vas avoir toutes les infos. Et donc, c'est dû à ça que Biggie s'est fait tuer à LA. Et là, je m'appuie sur les informations d'un journaliste iconique de cette époque-là. Vous pouvez le suivre sur Instagram, il s'appelle Touré Show. Il a interviewé Tupac, Biggie, bref, il était vraiment dans le mix, il a absolument tout vu, interviewé tous ceux qui doivent interviewer, et c'est lui qui donne les informations. Donc, effectivement, le documentaire a été orienté de manière à faire passer, encore une fois, Diddy comme étant le grand méchant dans cette affaire. Ce qui me choque pas, parce que l'idée, c'est, voilà, c'est 50 Cent qui fait le documentaire, mais il y a suffisamment d'éléments réels sur Diddy pour le faire passer pour un grand méchant, sans avoir à dire n'importe quoi, parce que la manière dont le documentaire a été orienté, j'ai l'impression qu'ils peuvent l'attaquer pour diffamation, hein, parce que il y a vraiment trop de choses fausses. Donc on verra ce que ça va donner, mais voilà, c'était important de vous dire ces choses-là. Et ensuite, Lil Rod, alias Rodney Jones. Alors, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez très bien de qui je veux parler. J'ai fait toute une vidéo sur le document d'accusation de ce producteur-là. Donc, grosso modo, ce producteur n'a pas été payé lorsqu'il a produit le Love Album. À partir de là, donc, il a attaqué en justice Diddy. Et dans le document d'accusation, il y a eu des choses vraiment farfelues, il faut le dire. Il y a eu notamment cette histoire comme quoi Diddy aurait couché avec Meek Mill, comme quoi on l'aurait obligé de regarder une sextape d'un producteur de Diddy, ce qui s'est avéré être faux. Il a accusé aussi Cuba Gooding Jr. de l'avoir touché, ça on sait pas si c'est vrai, mais les deux choses précédentes, on sait que c'est faux, ça a été prouvé. Le gars qui apparaît dans le document d'accusation en photo a fait un tweet pour dire que c'était lui et pas le producteur de Diddy. Donc il y a eu beaucoup de choses de fausses dans son document d'accusation, à tel point que la justice n'a pas donné suite à sa plainte. Et ensuite, lors du procès de Cassie, il n'a pas été appelé pour témoigner, sachant que ça aurait pu être un témoin de poids
pour le procureur. Donc ils ont refusé de faire appel à son témoignage parce qu'il y avait trop de choses farfelues dans ce document d'accusation. Donc j'en ai fait une vidéo, allez la revoir parce que je pense que vous l'avez vu, hein, c'est une vidéo qui a fait 1 million de vues. Et le truc c'est que dans ce documentaire, ils ont repris tous les éléments les plus fous dans le documentaire. Ce qui fait que, à mon sens, moi qui ai suivi toute l'affaire, ça a un petit peu fait baisser en crédibilité ce documentaire. Parce que une personne comme lui qui n'a pas été prise au sérieux par la justice américaine, je vois pas pourquoi il doit être pris au sérieux dans un documentaire aussi sérieux où il y a de véritables victimes. Parce que ça, je l'ai pas assez dit parce que je suis en train de vous donner des informations, mais il y a de vraies victimes. Je pense que, par exemple, la femme qui vient témoigner, qui s'est faite violer dans les années 90, j'en sais rien, j'étais pas là, mais j'ai tendance à la croire. Enfin voilà, il y a des vraies victimes qui étaient là. Et le fait de mettre un gars comme Lil Rod dans ce documentaire, à mon avis, ça décrédibilise un petit peu le discours. Et ensuite, l'escorte Clayton Howard. Alors, Clayton Howard, c'est l'un des escortes qui a pris la parole juste après le procès, d'accord? Mais à la différence des autres, celui-ci attaque en justice Cassie et Diddy pour trafic sexuel et coercition, notamment l'avoir forcé à prendre part à des rencontres pour satisfaire leurs désirs, manipulation psychologique et traumatisme. Il dit que Cassie l'aurait mis dans des situations de dépendance à la drogue, qu'elle a entraîné dans des actes sans protection et que cela lui a causé des conséquences médicales, notamment des maladies transmissibles. Il dit aussi avoir perdu un enfant. Bref, clairement, il l'attaque en justice Diddy, mais aussi Cassie, en disant que les deux ont été responsables de ce qu'il a vécu. Il demande donc 20 millions de dollars. Je devais vous faire une vidéo sur les escortes, mais entre-temps, j'ai voulu faire autre chose parce que j'ai fait un petit peu une overdose de l'affaire Diddy. Mais je vais vous faire une vidéo parce qu'ils ont tous pris la parole et il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'ils ont dites. Et c'est intéressant de le voir ici. Alors, dans le documentaire, ils ont pris juste les passages où ils racontent, comme dans le procès d'ailleurs, comment il a été amené à rencontrer Cassie, quelles étaient leur relation sexuelle, comment ça se passait, sans rentrer plus que ça dans le détail. Et ce dont je suis sûr, c'est qu'il a donné beaucoup d'éléments et des choses aussi négatives à l'égard de Cassie, d'accord? Parce qu'il attaque les deux. Mais étant donné que le documentaire est à charge contre Diddy et Diddy uniquement, forcément, ils ont laissé de côté ce qui s'est passé avec Cassie. Alors, moi je suis pas là pour attaquer Cassie, d'accord? Je suis pas là pour l'incriminer ou quoi, je suis là pour relayer les informations et mettre les choses en perspective. Si on dit, d'accord, que Diddy est coupable d'avoir fait ce qu'il a fait et qu'un escorte affirme que Cassie l'aurait aussi causé du tort, je suis personne pour remettre ça en cause. Je vous mets ça juste en lumière. Moi, ce que je dis juste, c'est que au vu de l'affaire et au vu de la manière dont les choses vont se passer par la suite, je pense que Cassie va se faire attaquer en justice par les autres escortes également et que les choses vont probablement mal tourner, d'accord? J'ai vu parfois dans les commentaires les gens qui veulent absolument prendre que le parti de Cassie. Moi, je vous donne mon point de vue encore une fois, les célébrités et leur monde, c'est assez particulier. Elle a été victime de Diddy, ça c'est certain, violence physique, peut-être manipulation mentale, mais il y a un escorte qui explique, et c'est pas le seul d'ailleurs, que Cassie a également joué sur le pouvoir de Diddy, et c'est également fait plaisir, d'accord? Donc voilà, il faut que vous le sachiez les gars, je suis que le messager, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Ça y est, le temps est passé, il faut comprendre que ces gens-là sont des gens spéciaux, d'accord? C'est encore une fois que mon avis. Donc voilà pour ce qui est des éléments. Donc en conclusion, le documentaire est divertissant, d'accord? Vraiment c'est du divertissement. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'affaire, c'est un excellent moyen d'avoir tous les éléments les plus croustillants, d'accord? Sans être rentré vraiment dans les détails du freak-offs, parce que je pense que ça, c'était pas autorisé, d'accord? Après, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'était pas dans le documentaire, mais il y a eu pas mal d'éléments. Ça te donne aussi beaucoup de choses à savoir sur qui est Diddy depuis l'enfance, même s'ils ont regardé que le côté négatif. Mais voilà, pour moi, c'est un documentaire qui est vraiment fait pour divertir et pour surtout enfoncer le clou sur le fait que Diddy est une mauvaise personne. Mais c'est du storytelling. De l'autre côté, les enfants de Diddy vont faire un documentaire qui va dire l'exact opposé, d'accord? Et à partir de là, à vous de vous faire une idée. Moi, ce que je pense, c'est que, comme toujours, c'est gris. Diddy, c'est quelqu'un de foncièrement mauvais, d'après toutes les expériences que l'on a en dehors de l'affaire de Cassie, d'accord? C'est quelqu'un qui a escroqué les gens. Il y a très peu de gens autour de lui qui sont devenus des milliardaires ou des gens qui ont prospéré à son contact, contrairement d'ailleurs à Jay-Z. Jay-Z, il y a pas mal de gens qui ont travaillé avec lui qui aujourd'hui prospèrent. Rihanna, J. Cole, LeBron James, sa femme, Kanye West, des artistes un peu moins connus même de son ancien label. Il y a pas mal de gens qui ont prospéré, mais du côté de Diddy, il y a très peu de gens. Il a exploité
pour son plaisir personnel. C'est un voyou, ça c'est connu, c'est comme ça, d'accord? Maintenant que j'ai dit ça, attention, tout n'est pas forcément vrai. D'accord? Ce qu'on a dit l'année dernière sur le fait qu'il ait un grand réseau et qui fait chanter les gens en Black Epstein, c'était complètement faux. Je vous l'avais dit l'année dernière. Aujourd'hui, vous voyez, plus personne en parle. Les youtubeurs, etc., qui prenaient les témoignages de n'importe qui faisait des vidéos, tout ça, c'est terminé. Les gens sont passés à autre chose. Les gens sont revenus à la réalité, d'accord? Donc c'est important de le dire, et je vais le dire, le documentaire est à charge, d'accord? Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, d'accord? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez moins apprécié? Pour ceux qui ont eu du recul et qui ont bien suivi l'affaire, n'hésitez pas aussi à me faire part de votre avis. Ensuite, n'oubliez pas Anglify, d'accord? Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, devenir bilingue, on est en 2026, il est intolérable de ne pas maîtriser l'anglais si vous voulez réussir dans la vie, d'accord? Donc vous devez apprendre l'anglais, et quoi de mieux que d'apprendre l'anglais avec un prof qui échange avec vous et qui vous aide à devenir réellement fluent. Donc il y a le QR code qui est juste là, vous le scannez, le lien dans la description et sur le premier commentaire. Vous avez aucune excuse maintenant, sachant que vous avez le CPF avec ça. Maintenant que j'ai dit ça, il y a autre chose à faire de votre côté. Vous voyez ce lien qui est là? C'est le lien qui vous mène à ma nouvelle chaîne Big Aiko. Cette chaîne va être dédiée à mes vlogs, à mes reportages et documentaires. Sur cette chaîne, bien sûr, on va parler de hip-hop, mais on va parler plus globalement de la culture US, que ce soit la food, le business, le lifestyle, les gens, d'accord? On va faire pas mal de reportages dans ce genre-là. Et aussi, je vais beaucoup plus parler de moi, parce que ça va être des vlogs, donc vous allez me voir moi avec mon équipe bouger, faire des choses, etc. C'est un chapitre ultra important pour moi cette année. Donc la première vidéo, c'est celle sur Atlanta. Le lien se trouve juste ici. Donc allez me suivre là-bas et vous allez avoir le teaser. Activez votre cloche, suivez la chaîne en masse. Ça, c'est l'avenir d'Iconic, les gars. Donc, allez nous suivre en masse là-bas. On va sortir des très, très grosses vidéos. Si je crée cette chaîne, c'est parce que je vais pas parler que de musique. Donc, j'ai pas envie de faire chier les gens. Mais on va parler de culture US. On va brasser beaucoup plus large et on va s'éclater. Suivez cette chaîne, c'est le premier vlog. Donc, c'est Major d'Iconic pour te servir. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ici, mais également sur la chaîne Big Aiko. Cheers!